Ticola. Bonjour tout le monde, bienvenue ce matin à notre première soutenance de mémoire de licence. Nous avons le plaisir, en tout cas les membres et les autres membres du jury et moi-même, nous avons le plaisir d'accueillir l'étudiant qui viendra nous présenter le fruit ou les résultats de ses travaux. Il s'agit de M. Giovanni Duplan, qui a travaillé sur ce sujet, facteurs administratifs et juridiques du système du service public judiciaire à Jacmel et accès à la justice de 2020 à 2025. Avec moi dans ce jury, M. Ousselin Cadet et son directeur de mémoire, le docteur Nelson Sylvestre, le rapporteur. Et moi-même, docteur Providence Christophe, je fais office de président du jury. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole à l'impétrant. Giovanni, tu as 10 minutes pour nous faire ta présentation. Il est 9h09. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs, les membres du jury. Excuse-moi, et allume ta caméra, s'il te plaît, puisque c'est pas... Non, on n'accepte pas. Mets ta caméra avant de commencer. D'accord. Vous m'entendez? Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, permettez-moi d'abord de vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence et pour l'honneur que vous me faites d'examiner mon travail. Le mémoire que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui est intitulé « Facteurs administratifs et juridiques du service public judiciaire à Jacmel et accès à la justice entre 2020 et 2025 ». Pour introduire cette réflexion, il convient de rappeler que la justice est par essence un sujet fondamental. Cependant, la période sur laquelle elle s'ouvre, notre étude entre 2020 et 2025 a été marquée par des crises entre l'instabilité politique, la crise sécuritaire, l'assassinat du président de l'État ont été profondément ébranlé notre système judiciaire. Et notre démarche, donc, a consisté à analyser le tribunal de première instance de Jacmel qui a subi le contre-coup de ces crises. C'est ce cadre complexe qui naît notre problématique. En effet, malgré les garanties prévues par notre Constitution de 1987 et les conventions internationales, les citoyens rencontrent encore d'importantes difficultés à une justice rapide, équitable et efficace. Les promesses du droit se heurtent ainsi violemment aux réalités du terrain. Face à ce décalage systémique, une question centrale et a guidé l'ensemble de notre recherche. Quels sont les principaux facteurs administratifs et juridiques qui affectent l'inefficacité du service public de la justice à Jacmel? Pour y répondre, nous sommes fixés un objectif clair: identifier les problèmes
qui compromettent l'efficacité du service public judiciaire afin de proposer des réformes susceptibles à l'accès à la justice. Pour mener à bien cette recherche, nous avons opté une approche basée sur la recherche qualitative. Notre investigation s'est concentrée sur un terrain précis. Le tribunal de première instance de Jacmel pour la période allant de 2020 à 2025. Sur le plan technique, nous avons organisé des focus group et notamment, on a mené des entretiens semi-directifs avec les acteurs clés, les magistrats, les avocats, les greffiers et les justiciables. Venons à présent au cœur des résultats, en abordant en premier temps les principaux dysfonctionnements administratifs. D'un côté, faisons face à des crises de ressources humaines marquées par un manque de magistrats, une insuffisance globale du personnel. De l'autre, nous avons constaté un manque criant de matériel, des infrastructures vétustes et une absence de gestion des archives qui se traduit de manière dramatique pour les justiciables par des pertes des dossiers. Ce chaos administratif crée le second volet de nos résultats. Les principaux problèmes juridiques, l'affaiblissement de l'institution ouvre la voie à une corruption judiciaire et la pratique du monnayage. Deux fléaux qui alimentent directement le manque de l'indépendance de la magistrature, une lenteur excessive des procédures et débouchent sur une violation majeure des libertés individuelles. L'explosion de la détention préventive prolongée. Enfin, notre système est paralysé par des textes de loi dépassés, à l'instar de notre vieux code d'instruction criminelle, n'est autant opté aux réalités contemporaines. L'analyse et la discussion de ces données de terrain nous permettent de dégager une vision d'ensemble. Les résultats montrent que les difficultés ne sont pas uniquement liées au manque de moyens financiers, elles résultent plutôt d'un cadre juridique ancien, d'une gouvernance insuffisante, de la corruption, de l'impact des crises politiques et enfin de l'absence de modernisation de la justice. La convergence de ces facteurs réduit considérablement l'accès effectif des citoyens à la justice. Pour rompre ce cercle, je soumets à l'appréciation du jury une série de recommandations articulées autour de 3 axes de réforme. Le premier axe, la modernisation structurelle à travers la numérisation des procédures judiciaires, le recrutement des magistrats et de greffiers. Le deuxième axe est d'ordre d'éthique, le renforcement de la magistrature et une lutte implaçable contre la corruption. Le troisième axe se veut inclusif, garantissant l'équité par la mise en place d'une aide juridictionnelle efficace pour les plus démunis, en favorisant des modes alternatifs de règlement de différends.
En conclusion, cette étude démontre que l'efficacité du service public judiciaire à Jacmel résulte des facteurs administratifs, juridiques et institutionnels. Dès lors, nous affirmons que l'amélioration de l'accès à la justice nécessite des réformes profondes, fondées sur la modernisation, la transparence, l'intégrité et le respect des droits fondamentaux. Je vous remercie de votre aimable et je suis maintenant disponible pour vos observations et vos questions. Merci à Giovanni pour la présentation. On sent bien le stress et tu arrives même à oublier quelques mots, hein, à passer à autre chose rapidement. Mais l'intonation est fort appréciable puisqu'il n'y avait pas, hein, et voilà, tu étais plus ou moins audible. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole au rapporteur, notre cher docteur Nelson Sylvestre, pour évaluer le travail. Nelson? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, docteur Providence, pour votre présidence, présidence. J'ai été obligé de porter ma veste parce que Giovanni est dans un plan, il est du plan, donc on doit tout faire pour s'accommoder à son sujet. Et facteurs administratifs et juridiques du service public et judiciaire. Alors, je pense que, connaissant Maître Ousselin Cadet, que je salue, il l'a accompagné avec fermeté, parce que Maître Ousselin ne joue pas, hein, en général. Et en regardant le texte de Giovanni, le premier élément à faire remarquer, ce sont des paragraphes aussi longs. Giovanni viole un principe de base. Ce principe consiste à admettre que dans l'écriture et dans la rédaction, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des paragraphes, il y a des pages. Et puis finalement, il y a le document. Mais il me semble que Giovanni écrit en prose. Alors, si on regarde bien pour l'introduction, il y a un premier paragraphe qui couvre toute la page 1. Je rappelle à l'auditoire, ce n'est pas bon de dire la page 1, c'est la page 1 comme numéro. Alors, l'introduction, c'est toute la page pour le premier paragraphe. Quand on prend le deuxième paragraphe, bon, ça dépasse une page. Parce que le deuxième paragraphe traverse les pages 1 et 2. Je ne sais pas si c'est une nouvelle disposition de l'écriture en français ou bien c'est un des règlements à l'IUS. Mais je vois que Giovanni, dans son plan, comme du plan, fait ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en ce sens, Giovanni? Pourquoi tu décides de faire des pages, des paragraphes? Je vois que chaque paragraphe est au moins une page. Pourquoi? Tu ouvres le micro parce que moi-même, j'échange avec toi dans les limites du temps qu'on me donne. Ok, professeur, monsieur le rapporteur, docteur Nelson Sylvestre. Un peu plus fort. J'ai pas remarqué cela. C'est pendant l'audition que vous me faites part de cela, mais avant, j'ai pas vu cela. Et maintenant? Et maintenant,
J'ai suivi à la trace le canevas de l'US, mais j'ai pas pris en compte que ce que vous venez de me dire. Je pense que après les observations, je ferai de mon mieux afin de profiler mon travail. OK. Parce qu'en général, quand on écrit, et si on a une idée, on peut l'exprimer dans un paragraphe. Si un paragraphe ne suffit pas pour exprimer l'idée, on peut aller à un autre paragraphe avec une expression de transition. Par exemple, on peut dire de plus, ou encore par ailleurs. Et si on veut prendre le contre-pied de l'idée, parce qu'on peut émettre une idée qui est d'un autre auteur. Maintenant, si toi-même, comme auteur, tu veux prendre le contre-pied, eh bien, tu dois aller à un autre paragraphe pour dire, par exemple, cependant, néanmoins. C'est de cette manière-là qu'on écrit. Hein? Et quand on écrit en prose, la question de paragraphe n'est pas trop importante. Et les poètes le savent bien. Toi-même, tu veux être juriste et non poète. D'accord? Ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, et je l'ai dit à d'autres étudiants, évite d'avoir des articles dans les libellés de titres. Bon, je vois que tu as fait l'effort. Dans la plupart des titres, il n'y a pas des articles. Mais dans la section 1, à la page 5, au chapitre 1, pour moi, par exemple, le chapitre 1 est bien élaboré. Fondement théorique et normatif du service public judiciaire. J'admire ça. C'est bon comme titre. Mais au niveau de la section 1, la construction doctrinale. Ça aurait été mieux de dire construction doctrinale, tout simplement. D'accord? Donc, il faut éviter, c'est mieux pour toi. Ce n'est pas un dogme, mais comme tu es en apprentissage, on te signale ces éléments-là parce que tu es encore dans l'apprentissage. Nous autres également, nous apprenons de vous autres. Hein? Mais vous comprenez, ne pensez pas autrement. Et parfois, vous travaillez sur des thématiques, ici, dans le cadre de cette série de soutenances, et les enseignants apprennent par rapport à la manière. Par exemple, le chapitre 2, c'est vraiment bien. Dispositif méthodologique et ancrage en pile. J'admire ça. Il y a un effort d'élaboration. Vous voyez? Et voir l'effort. Une caractérisation du terrain d'investigation. Profil, j'apprécie. Parce que les titres ici ne sont pas des titres vraiment universels. Et quand on va dans le contenu, on voit qu'il y a adéquation entre le titre et le développement. Parce qu'un titre doit refléter le contenu et vice-versa. Donc, je pense que, à part quelques échappements, et sur ce point, je pense que tu as gagné en ce sens. Maintenant, venons-en au fond. Parce qu'on est au fond. Et une première interrogation. C'est quoi un service public judiciaire, Giovanni? D'après toi, tu dis service public judiciaire. Qu'est-ce qu'on doit entendre par cela? Pour le jury et pour l'auditoire. Tu peux répondre, hein, Giovanni. Giovanni, tu laisses ton micro ouvert. Tu ne m'écoutes pas ou tu m'écoutes? Laisse le micro ouvert. Ton micro est fermé, Giovanni. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Le micro est fermé. Il fait pas mal de mouvements. Il est comme un pilote. Giovanni, ouvre ton micro.
Voilà. Peut-être un Alors, petit souci d'Internet. vous m'entendez? Oui, vas-y, réponds à la question. Il me semble Et, que c'est un des joueurs de football de l'Argentine hier. et vous me, Il veut gagner tout. monsieur, non, docteur Providence, vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît. Non, c'est quoi un service public judiciaire? OK. Le service public judiciaire, à l'instar de l'ensemble des services publics, est gouverné par un ensemble de principes directeurs qui définissent le régime juridique et en conditionnent le fonctionnement. La doctrine classique est classée par 3 principes cardinaux: la continuité, l'égalité et la mutabilité. Oui, mais d'entrée de jeu, c'est quoi un service public judiciaire? Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Quelqu'un qui t'entend dire service public judiciaire, qu'est-ce que cela désigne-t-il? En théorie, la continuité, comment dirais-je, impose que le service public doit assurer de manière permanente, en égalité, que tous les citoyens aient accès aux juridictions de règlement de conflits. Pour le principe de mutabilité, elle implique que le service judiciaire s'adapte aux évolutions de la société et aux besoins des justiciables. Ok, tu as été jusqu'en élaboration, mais il faut savoir écouter ce que tu as à dire. Donc, si je comprends bien, c'est un ensemble d'activités et d'institutions chargées de rendre la justice au nom de l'État. C'est ça, un service public judiciaire? Oui. Parce qu'il faut admettre que quand on est dans le domaine du droit, il y a le judiciaire, mais il y a également le juridique. Donc, j'ai voulu savoir s'il s'agit de service public juridique ou service public judiciaire. Donc, quand on voit les activités, les institutions qui s'occupent de rendre justice au nom de l'État, là, on peut dire c'est judiciaire. Et puisque c'est au nom de l'État, eh bien, c'est service public. Alors que si c'était service juridique, eh bien, c'est par rapport aux lois à élaborer, à mettre en place. Et vous savez que c'est pas une question, ça relève, si tu veux, des pouvoirs dans un État, pas uniquement d'un pouvoir qui serait judiciaire. Donc, il faut savoir faire la différence. Je suis d'accord avec toi quand tu parlais d'égalité. Oui, la question d'égalité est très, très importante. Et on dit que les gens ne sont pas égaux, ou les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Alors, la vérité, ce n'est pas vrai. Mais on dit devant la loi, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Même quand on sait, ce n'est pas vrai. Dans un État, tous les citoyens ne sont pas véritablement égaux devant la loi parce que les traitements donnés, en général, sont différents. D'ailleurs, même la loi même élimine cette question d'égalité. Quand une loi dit il y a immunisation, telle personne a une immunité, elle a dit on ne peut pas l'attaquer parce qu'elle occupe tel ou tel poste. Et bien donc, on enlève cette question d'égalité. Et la plupart du temps, les gens même ont droit. Par exemple, on dit s'il y a, je ne sais pas, non, telle ou telle chose, on ne peut pas traduire devant la justice telle personne. Donc, je me demande si le service public judiciaire est en mesure d'assurer son travail. Donc, et comme tu parlais de principes, il y a tout au moins 4 principes. Bon, il y a un principe que je n'ai pas vu dans ton travail, par exemple la gratuité.
Vous savez qu'en Haïti, le service public judiciaire n'est pas accessible à tous. Pourquoi? Parce que c'est une question d'argent. La question de gratuité n'existe pas. L'État doit quelque chose aux citoyens, mais les gens, les institutions, les acteurs sollicitent souvent de l'argent pour avoir accès à tel ou tel service. La question de la continuité, bon, tu en as parlé, et la continuité, mais tu sais qu'il y a des découpages généralement quand il s'agit de fournir certains services. Bon, n'en parlons pas de l'indépendance, parce que l'expression indépendance, de mon point de vue, n'existe pas. C'est l'interdépendance qui existe dans un État. Ce devrait être l'interdépendance. On parle de l'indépendance de la justice ou du système judiciaire. En général, ce n'est pas vrai du tout. Même quand on prend les nominations, ce n'est pas vrai du tout. Donc, les pouvoirs sont interdépendants. Et parce que ce n'est pas interdépendant, voire indépendant, eh bien, le phénomène de partialité, la plupart du temps, caractérise ces services publics judiciaires. Et puis, finalement, la publicité. Par exemple, il y a des audiences qui se déroulent, qui sont fermées au public. Donc, ce n'est pas aussi public, les audiences publiques. D'ailleurs, on n'a même pas les moyens pour cela. Il y a l'espace physique, la logistique et les moyens numériques ou techniques pour faire en sorte que tout le monde puisse, si vous voulez, si cela l'intéresse, et ça pourrait aider à la transparence des choses. Donc, dans ton travail du plan, et je vois qu'il y a de très, très bons éléments, mais il y a des aspects, à mon humble avis, qui manquent. Je te demande deux choses pour améliorer le texte. Et tu le feras avec le consentement de ton encadreur. Un premier élément, c'est de faire apparaître, dans le cadre du service public haïtien, ou bien en Haïti, ces principes fondamentaux, à savoir la gratuité, la continuité, l'interdépendance et la partialité, et cette question, je pourrais l'appeler de la promotion. Il y en a qui parlent de la publicité, mais je pense que c'est de la promotion de la justice. Et donc, le service public, on doit faire sa promotion. Tu parles des principes directeurs, mais je ne sais pas si tu voulais voir principes directeurs comme principes fondamentaux. Donc, c'est important. Et puis, deuxième élément à revoir dans ton travail, c'est cette question de recommandation. Il faut éviter de dire que j'ai recommandé ceci. Parce que finalement, on ne t'a pas donné à faire du travail. Donc, en plus d'écrire conclusion générale, il faut écrire conclusion générale. Mais cette question de recommandation, pas vraiment. Ce sont des pistes de réflexion pour mieux penser le service public haïtien. Je pense que la biographie est correcte. Donc voilà, Docteur Providence, mes remarques et commentaires par rapport au travail de Giovanni. Et encore une fois, je le félicite. Et également, mes remerciements à Ousselin Cadet. Merci. Pardon. Merci, monsieur le rapporteur, pour ces remarques. Et je pense que Giovanni a bien compris qu'il faudra vraiment insister dans le travail pour améliorer le texte. C'est-à-dire, tu ne seras pas en vacances. Comme les autres étudiants, d'ailleurs. On ne dit pas à nos étudiants de partir, aller oublier tout ce qu'on a. Il faut tout de suite se mettre au travail pour corriger le texte. Donc, je vais faire quelques commentaires, je n'aurai pas de questions. Avant de passer la parole au directeur de mémoire,
puisque Giovanni a déjà répondu à la question du rapporteur. Et je pense que pour améliorer ton travail, il y a des éléments qu'il faudra encore une fois renforcer. Hein? Bon, dans ton cadre théorique et conceptuel, je pense qu'il faudra bien vérifier les références que tu utilises. À mon avis, il y a des légèretés. Hein? Il faut vérifier tes sources. Hein? Il faut, parce qu'il y a pas mal de textes haïtiens, notamment à l'IUS, où on produit régulièrement des numéros de revue, donc avec plusieurs articles. Je t'invite à aussi te référer à des textes haïtiens, hein, et pour montrer d'une certaine manière comment, pour établir d'une certaine manière la doctrine juridique de ton travail. Je pense que c'est nécessaire. Heureusement, après la soutenance, il y a cette période de correction du travail. Bon, ta méthodologie, il me semble qu'il faudra quand même préciser quelques éléments. Par exemple, la durée des entretiens, hein, l'échantillon exact, les profils des personnes interrogées. Il faut bien préciser, même si on garde l'anonymat, c'est pas sur ces éléments-là. D'accord? L'anonymat, c'est sur le nom, comme le dit l'anonymat. D'accord? Donc, il faut aussi nous indiquer dans le travail la méthode de codage, puisque tu as des données qualitatives, comment tu as fait pour coder et par la suite analyser ces données-là. Et on voit ça tout de suite, hein, le fait que tu n'as pas mis en place ce dispositif dans ton texte. On voit bien que tu t'amuses à dire les choses alors que les données auraient dû être présentées. Par exemple, des extraits anonymisés, hein, ce que les gens ont dit, il faudrait ajouter ces extraits et par la suite les analyser. Ce serait vraiment un moyen de renforcer ton travail. Tu peux aussi ajouter dans ton cas plusieurs tableaux de synthèse parce que quand tu présentes, tu fais ton analyse par thème, eh bien, à la fin, à chaque fois, tu peux ajouter un tableau de synthèse qui reprend l'essentiel de tout ce qui a été dit. Et puis, comme les autres étudiants, je vois bien que il y a, en tout cas, vous avez du mal, les étudiants globalement, toi en particulier, Giovanni, à interpréter. Et c'est très bien quand on analyse, oui, mais il faut dire en quoi cela permettrait de bien comprendre le travail. Bon, sur la forme maintenant, je pense qu'il faut éviter les répétitions, puisqu'il y en a pas mal dans ton texte. Il faut aussi, comme disait le rapporteur, il faut utiliser des connecteurs logiques quand tu passes d'une idée à l'autre et aussi trouver la bonne connexion quand tu passes d'une section à l'autre. D'accord? Ça veut dire que essaie d'avoir une progression dans les idées. Bon, sur le plan de la langue, l'orthographe, la qualité rédactionnelle ou du moins le style académique, alors là, je t'invite à relire ton document, hein, à corriger, parce qu'il y a des problèmes d'accord, de ponctuation, hein, et tantôt tu oublies de mettre des accents, hein, et puis, comme disait le rapporteur, tu as des formulations lourdes, hein, dans ton texte. Il faut faire des phrases simples et permettre au lecteur de bien comprendre ce que tu veux démontrer. Attention, attention avec les références et la bibliographie. Je t'invite à te replonger dans le canevas de l'IUS pour respecter la norme, hein, APA, choisie par le CAC, hein, le conseil académique, hein, et ça va te permettre d'améliorer cet aspect-là de ton travail. Donc, il faut vraiment vérifier, hein, à la lumière du canevas comment on fait pour citer. Et puis, il faut bien vérifier tes références, hein, bien vérifier pour ne pas qu'il y ait d'erreur. Donc, voilà ce que je voulais te conseiller.
Je pense que ton travail est, est acceptable, hein, acceptable, mais tu dois vraiment l'améliorer avant de faire le dépôt final. Donc voilà en gros ce que j'ai remarqué dans ton texte. Et voilà, donc je vais passer la parole tout de suite à ton directeur de mémoire, hein, pour qu'il puisse nous raconter un peu la collaboration, etc. Voilà, cher Ousselin, tu as la parole. Merci, docteur Providence. Merci, président, de m'avoir accordé la parole. Donc, je commence par féliciter l'étudiant pour sa prestation orale, même si au début, il a eu le trac. Le trac, c'est l'affaire de tout le monde. Même les grands orateurs de ce monde connaissent le trac quand ils prennent la parole en public. Mais comme vous avez dit, donc l'étudiant doit s'entraîner beaucoup plus oralement, à prendre la parole ou bien à exposer oralement les résultats de sa recherche. Parce que dans le parcours universitaire, la production orale joue un rôle important, dans la mesure où on ne peut pas présenter les résultats sans cet outil. S'agissant de ma collaboration, je peux dire qu'elle a été un peu difficile, comme vient de le remarquer le rapporteur. Donc l'étudiant, au début, voulait s'accrocher uniquement à ses idées personnelles. Bon, j'intervenais en tant que son président, en tant que son encadreur, pour lui rappeler les principes ou bien le canevas de l'IUS, ou bien les principes de l'IUS. Il disait qu'il faut respecter, sinon, moi-même, je ne vais pas t'autoriser à déposer ton travail de recherche pour sa soutenance. C'est ainsi que nous nous sommes entendus. Et puis voilà, on a ce travail prêt à cette soutenance d'aujourd'hui. Je crois que cette collaboration nous a appris. Parce que ça m'a appris, parce qu'on n'encadre pas pour encadrer, on encadre également pour apprendre. On peut dire que l'encadrement, c'est un petit exercice d'apprentissage. Ça m'a appris. Ça a appris également l'étudiant dans la mesure où, si on regarde maintenant la structure de son mémoire, malgré les différentes critiques, mais malgré les observations du rapporteur et de vous-même, président, donc on va voir que c'est un travail pour lequel moi-même je me suis donné. Donc, j'ai amené l'étudiant à respecter le canevas de l'US, même si bon, il y a eu certaines négligences de sa part. Donc, si on regarde maintenant son introduction, il y a tous les éléments qu'il faut. Les chapitres sont liés maintenant entre eux par des transitions, même s'il faut utiliser à chaque fois maintenant des marqueurs de relation. Quand il s'agit de passer d'un paragraphe, d'une idée à une autre idée. Et puis, il y a ces chapeaux qui introduisent les chapitres et les sections. Donc, c'est un travail du point de vue de la forme plus ou moins admissible, même si je vais le faire parce que ce n'est pas tout à fait parfait. On va corriger certaines fautes de frappe, les fautes de grammaire, les fautes maintenant de syntaxe. Il faut tout corriger avant le dépôt. Donc, c'est un travail du point de vue et la forme plus ou moins correcte. Du point de vue du fond, le sujet, c'est un très bon sujet, même si, on peut le dire, il peut y avoir encore l'amélioration de sa formulation. C'est un sujet qui prend en compte le problème de la détention préventive prolongée à Jacmel, la situation des victimes de l'insécurité actuelle et le problème de l'administration judiciaire, etc. Donc, c'est un très bon sujet. Donc, je conseille l'étudiant
à approfondir ce sujet afin de pouvoir construire un document, un meilleur document qui pourrait servir maintenant aux décideurs politiques. Un tel sujet peut servir de référence aux décideurs politiques dans leur préparation des politiques publiques. Donc voilà, même si l'encadrement n'a pas été facile, parce que cet étudiant, c'est un étudiant vraiment difficile quand il s'agit d'appliquer les commentaires. Voilà ce que vous venez de dire, les observations que vous venez de faire là. Donc, ce sont des observations concernant les différents commentaires qui n'ont pas été appliqués. Donc, les étudiants ne veulent pas appliquer les commentaires conformes aux prescrits de l'IUS. Donc, malgré tout, je félicite l'étudiant. Je vous remercie, Président, pour votre disponibilité. Je remercie le rapporteur, en l'occurrence le docteur Nelson Sylvestre, pour ses questions et observations. Donc, je remercie le public pour sa présence et son intérêt. Merci, Président. Voilà, merci, monsieur le directeur de mémoire, et vraiment félicitations pour ce courage. Moi, j'expérimente tous les jours, hein, c'est un grand combat. Hein, et je comprends que ça participe à la grande pollution en Haïti. C'est que les gens ne veulent pas appliquer les règles. Hein? Quand ils sont en Haïti, ils refusent. Pourtant, quand ils sont à l'extérieur, à l'étranger, tout de suite, ils se mettent à appliquer les règles. Donc voilà, encore une fois, on invite les étudiants à bien comprendre qu'ils sont encadrés pas à partir de l'humeur ou à partir de ce que chacun aurait compris de la science, des travaux académiques, mais à partir d'un guide clair, hein, et on va dire très pédagogique. Donc le canevas n'est pas à ignorer, hein. Si vous le faites, sachez que vous serez vraiment rattrapé immédiatement par les collègues. Donc voilà, donc Giovanni, je te laisse la parole pour 2 minutes, si jamais tu as des choses à nous dire. Maximum, hein. Giovanni, avant de terminer, je te passe la parole. Giovanni, tu m'entends? Le micro est fermé. Oh là là. Il faut être deux pour, pour activer un micro, c'est ça? Giovanni, tu ne sais même pas comment. Ah. Bon, désolé. Oh là là. J'avais un problème avec l'ordinateur. C'est pas mon ordi. Ça ne veut rien dire, puisque un micro, on peut activer un micro. Quand tu sais pas son ordinateur. Bon, alors, on t'écoute. Avant qu'est-ce que tu as à nous dire pour terminer? Je tiens à remercier mon encadreur pour son soutien et ses précieux conseils, ainsi que le docteur Nelson Sylvestre pour ses recommandations et ses observations. Et merci à Dr. Providence, mon professeur de méthodologie. Bon, ben voilà, j'ai compris que tu as terminé, c'est ça? Bien sûr. Voilà, merci Giovanni pour ton exposé. Merci aux collègues, membres de jury. Et tout de suite, on met fin à cette séance. On peut arrêter l'enregistrement.